Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première émission en direct du bulletin GP, l'après-course. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à ce premier épisode sur 23, on l'espère, de cette saison 2021 de Formule 1. Je suis très content de vous accueillir et quelle course ce fut. Et pour en parler, je ne serai pas seul. J'ai Marc-André Fortin avec moi. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Après la course qu'on a eue, difficile d'être malheureux. Ah non, ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui, bien sûr. Ouais, parce que, écoute, je te dirais que, entre toi qui es fan de Red Bull, disons, tu espérais vraiment avoir, tu espérais vraiment avoir une victoire de Max Verstappen. Oui, Mais évidemment. mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Alors, meilleure chance la prochaine fois, comme on pourrait dire. Effectivement. Donc, Marc-André, si tu veux bien, je vais donner tout de suite je vais donner tout de suite le résultat du Grand Prix de Bahreïn qui s'est terminé il y a un peu plus d'une heure en fait. Alors, c'est Lewis Hamilton qui a gagné devant Max Verstappen, pas au photo finish, mais c'était à moins d'une seconde, 745 millièmes pour être précis. Et Valtteri Bottas sur l'autre Mercedes qui termine troisième. On a Lando Norris sur la McLaren quatrième. Cinquième, Sergio Perez sur la Red Bull. Sixième, Charles Leclerc sur la Ferrari, pardon. En septième, nous avons Daniel Ricciardo sur l'autre McLaren. Carlos Sainz sur l'autre Ferrari huitième. Ton préféré, Yuki Tsunoda sur la AlphaTauri 9e et Lance Stroll 10e sur la Aston Martin, donc un point pour le Québécois. Alors, Marc-André, en fait, ça reste une tradition, même si on a changé le format de notre podcast et de notre plateforme. On a les fameuses évaluations post-Grand Prix. Et là, cette fois-ci, on le fait à chaud, hein, t'imagines? Donc, je vais vous montrer ça à l'écran, si vous êtes en mesure de le voir. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, on a les hashtags perfo du jour, donc le pilote ou l'écurie qui s'est démarqué. La contre-perfo du jour, donc à l'inverse, un pilote ou une écurie qui a connu une mauvaise journée. Et le moment cocasse, donc c'est un moment du Grand Prix qui a été loufoque. Alors, Marc-André, tu veux bien commencer? Bien sûr. Donc, pour la performance du jour, je pense qu'on est obligé de la donner à Lewis Hamilton qui a fait vraiment du grand pilotage comme seul lui peut le faire. Il y a eu de la stratégie également du côté de Mercedes. Il voulait justement que cette stratégie soit bien instaurée pour que ça lui permette de gagner. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des doutes par certains moments que du côté des ingénieurs de Lewis qu'ils réussissent justement à rester en piste et ne pas être forcé de rentrer pour chausser de nouveaux pneus qui lui auraient fait perdre son avantage sur Max. Il a réussi à garder tout au long des derniers tours jusqu'au moment où Max a réussi à le dépasser pendant quelques secondes jusqu'à temps qu'ils doivent redonner sa position. On va sûrement y revenir. Sinon, je pense qu'il y a un autre qui a aussi bien fait, c'est Sergio Perez, qui partait de la ligne des puits en raison d'un problème de moteur tout juste pendant le tour de formation. Donc, je pense que pour lui, c'est une deuxième remontée assez spectaculaire sur le circuit de Bahreïn en moins de quelques mois. Alors, on peut lui donner sans aucun doute la performance du jour également. Oui, définitivement. Je pense que Perez, comme il nous l'a fait au Grand Prix de Sakir, a fait sa course, a livré de solides performances, de beaux dépassements entre autres. Alors, très content de voir il est vraiment en forme en fait. Vraiment. Et puis, pour ce qui est de ma contre-performance du jour, est-ce que c'est une contre-performance ou les As, c'est une perte totale? On voit l'instabilité de cette voiture qui, premièrement, n'a pas de développement. On l'a déjà mentionné, c'est
c'est très ouvert, là, un discours très ouvert entre Haas et les médias. Ils ne feront pas de développement et ça paraît sur la voiture. Très instable, les pilotes ont de la difficulté à contrôler justement cette voiture qui part de tout bord, tout côté. Ça l'a justement mené à l'incident avec Mazepin, peut-être un peu en cause, mais malgré tout, l'instabilité de la voiture a fait en sorte qu'il a perdu le contrôle. Il y a aussi le fait que les pilotes ne puissent pas vraiment donner leur avis sur la voiture parce qu'ils sont jeunes, ils viennent tout juste d'entrer dans la Formule 1. Donc, ça amène certains problèmes à l'écurie qui va perdurer tout au long de la saison. Et déjà, lors du premier Grand Prix, on a vu que c'était assez difficile. Merci. Oui, exactement. Puis je trouve que bon, Schumacher a complété la course, mais c'était pas quelque chose d'assez extraordinaire non plus, compte tenu de l'état de la voiture. Lui aussi a fait un tête à queue à la relance de l'épreuve. Alors, je pense que sans du tout, mais je suis relativement déçu de la performance des Haas personnellement. Alors, je sais pas, j'ai comme l'impression que cette écurie va vraiment avoir une saison très très longue Mm-hmm. et ma foi, et ça va prendre du temps à voir, avant de voir en fait la Haas marquer des points en fait, à moins d'une course extraordinaire et tout. Et même là, Et même je mets là, ouais. des doutes parce que oui, c'est une course spectaculaire et vraiment, ça, ça peut mener à des résultats surprenants, mais en même temps, je pense que cette voiture ne suit pas du tout le reste du peloton. Ça va être très, très difficile de faire des Oui, points. Oui, c'est une course spectaculaire et vraiment, ça, ça peut mener à des résultats surprenants, mais en même temps, je pense que cette voiture ne suit pas du tout le reste du peloton. Ça va être très, très difficile de faire des points. Oui, c'est une course. ouais. Effectivement, excuse-moi, il y a eu un petit retour de son aussi. Pas de Euh, problème. Ouais, donc ça a été très difficile en fait ça a été très difficile. Sinon, as-tu un moment cocasse? Pas durant la course nécessairement, mais je pense qu'après la qualification, on peut donner le moment cocasse à Verstappen qui envoie le petit gâteau de fête de David Coulthard directement à la figure. Je pense que c'était peut-être le moment cocasse de la fin de semaine, si on peut remonter aussi loin que les qualifications. Oui, effectivement. Et c'était le 50e anniversaire de Monsieur David Mhm. Coulthard, qui était c'est ça, c'est son 50e anniversaire. Alors très content de le voir en fait. Toujours en forme aussi. Mhm. Puis, Ouais, je sais pas s'il y avait un coup monté aussi, hein, je parce sais que pas. tu voyais Peut-être. Bottas regarder un peu pour voir, est-ce qu'il, je sais pas, il y avait un genre de eye contact. Mais en même temps, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Donc, le secret est entre les mains de Drive to Survive, peut-être. Ah, peut-être, peut-être. Sinon, moi, ma contre, ben, je vais donner mes performances du jour. Ma performance du jour, je pourrais la donner à Lewis Hamilton parce que certes c'est une victoire volée, mais celui qui m'a impressionné, c'est Mhm. c'est la Le petite petit, recrue façon de parler, Yuki Tsunoda, incroyable. incroyable, et il aurait pu se retrouver en Q3, mais ce n'est pas grave, il a fait une belle course, est allé dépasser 3 champions du monde quand même. Mhm. 3 champions du monde. Et je pense dans le dernier tour, il a dépassé Lance Stroll pour obtenir 2 points. Donc, c'est une belle entrée en matière pour le jeune japonais. Sinon, oui, il y a Sergio Perez aussi qui mérite la palme. Et tu vois, il y a Pierre, un ami, qui nous dit, qui est d'accord, Yuki Tsunoda, définitivement Remarquable. remarquable. Écoute, c'est et dire que ça fait quoi, quelques mois là qu'il n'avait pas conduit. Ça a pris quelques mois avant qu'il conduise une Formule 1 et tu le vois qu'il est à l'aise. Il est Et aujourd'hui, il confiant, l'a montré. effectivement. Et tu sais, il débutait cette course à la 13e position après la qualification et s'est retrouvé 17e à un moment dans les premiers tours de la course et a réussi à remonter la pente
Bon, oui, il y a eu des arrêts au puits qui l'ont peut-être aidé, mais tout de même, il a fait plusieurs beaux dépassements, surtout celui à la fin contre Stroll pour aller chercher un 2 points important. Il est embarqué dans les points à peu près, il restait peut-être 15 tours et il avait une bonne pente à remonter quand même pour aller rejoindre Lens et c'est ce Mhm. qu'il a fait. Donc, chapeau à lui, là, toute une course pour le jeune et petit Yuki Tsunoda. Oh oui, définitivement. Puis là, non seulement c'était le Grand Prix de Bahreïn, comme s'il était dans un poisson dans l'eau. Imagine la prochaine course, s'il y a Imola où, je pense, dans une Formule 1, il a roulé le plus que n'importe où. Alors, et on sait que AlphaTauri, ce que l'écurie nous a montré l'année dernière, et même aujourd'hui, elle a été très très forte. Alors, je m'attends aussi à une autre belle performance de sa part dans 3 semaines lorsque la Formule 1 va retourner à Imola. Sinon, ma contre-performance du jour, je vais la donner, je sais pas trop. Sébastien Vettel. On va en Oui, parler de Sébastien Vettel, mais my God, l'Allemand ne l'a pas eu facile. Ce matin, on a appris qu'il a été pénalisé pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes, non les drapeaux jaunes. Ça a été une décision assez tardive quand même qu'on a reçue. Dans les circonstances que c'est quoi, 2 heures avant la course qu'il est rétrogradé, en plus de 3 points de pénalité. Et ensuite, bloque les roues à quelques occasions, puis il y a un petit contact avec Esteban Ocon. Alors, je pense que Vettel mhm, euh, mérite définitivement la palme pour le titre de contre-performance du jour. Euh, Sinon, moi, je vais être d'accord avec toi. Le moment cocasse, c'est définitivement David Coulthard qui s'est fait entarter le jour de son 50e anniversaire. Et puis, bon, il y a Anna Maria, notre collaboratrice au bulletin GP, qui nous dit Vettel avec un facepalm. un peu Effectivement. découragé. Ouais, c'était décourageant de voir Vettel en arracher de la sorte. Euh, 5 points? C'était pas 3 au départ? À moins que Vettel ait reçu une pénalité, mais faudrait qu'on aille Ouais, vérifier. ce serait à vérifier. Ça va vérifier, mais je pense que c'est 3 points dans la super licence pour son infraction sur le drapeau jaune, à moins que Vettel ait reçu une pénalité pour son contact avec Esteban Ocon. Les jeudis directs. Puis t'as Pierre qui nous répond avec Mazepin. Ouais, ouais. Ça a été, ça a été probablement le mot le plus C'était le mot le plus utilisé au cours Utilisé. du week-end, ouais, surutilisé même. Mais écoute, je sais pas, il n'est pas encore habitué, soit il n'est pas encore habitué, ou bien la Haas est, comme on l'a dit, terrible, tout simplement. Puis, Anna Maria nous dit 2 pour Ocon, donc ça va être à Ouais, vérifier. Donc, probablement, il y a eu une pénalité pour Sébastien Vettel et pour Esteban Ocon, si on me dit qu'il y a 2 points de pénalité dans la super licence qui ont été effectivement, c'est ajoutés. confirmé 2 points de pénalité pour imposer à Vettel pour son contact avec Ocon au cours du Grand Prix. Donc, ça fait un total de 5 dans les 12 derniers mois. 5 non seulement dans les 12 Dans derniers les mois, 12 mais derniers mois, mais en fait, ça met. en une journée, je pourrais te dire. Ça part très très mal pour l'Allemand avec Aston Martin. Et puis, si jamais vous avez, comme Pierre et Anna Maria, vous voulez réagir pour dire, par exemple, quel a été votre pilote du jour, celui qui a contre-performé ou bien ceux qui ont été le moment cocasse, sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez nous envoyer ça à tout moment, puis on va les lire en même temps. Sinon, on va parler de ce Grand Prix. On va revenir sur la magnifique bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Comme je l'ai dit, c'était une victoire volée de la part de Lewis Hamilton parce que dans les derniers tours, après les deuxièmes arrêts au puits du Britannique et du Néerlandais, tout le monde pensait que Verstappen allait le dépasser facilement. Mhm. C'est ce qu'il a fait, mais
il l'a dépassé à l'extérieur du virage 4. Alors, Marc-André, est-ce que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va être ce qu'on va voir généralement au cours de la saison? Probablement. Maintenant, il va rester le développement de Mercedes à faire, ce qu'ils font habituellement super bien. Donc, au cours des prochaines courses, on va pouvoir évaluer jusqu'à quel point l'usine de Mercedes peut être utile à leur développement. Maintenant, je pense que c'est ce qu'on va voir durant toute la saison. C'est officiel, la Red Bull, même en piste et en course, est probablement la plus rapide présentement. Maintenant, il va rester le jeu des stratégies à refaire parce qu'on est habitué chez Red Bull à être un peu les underdogs, si je peux utiliser l'expression. Donc, de se retrouver derrière Mercedes et d'arranger la stratégie de Red Bull en fonction de celle de Mercedes, alors que maintenant, c'est un peu à Red Bull de prendre les décisions en termes de stratégie et on voit qu'il y a peut-être encore des petites lacunes de ce côté-là. Maintenant, c'est très minime. Là. On aurait pu discuter sur est-ce qu'on aurait pu faire rentrer Verstappen plus tôt dans quelques arrêts, dont la dernière, pour justement lui permettre d'avoir une moins grand écart avec Hamilton, peut-être. Mais rendu là, je pense que c'était à Max de faire le travail, ce qu'il a fait en partie. On peut aussi discuter sur le fait qu'il l'a peut-être fait trop tôt. Il restait 3 tours au moment de s'élancer sur la tentative de dépassement sur Hamilton, ce qui a réussi, mais les directeurs de course n'étaient pas tout à fait d'accord avec la façon dont il l'a fait. Donc, on peut peut-être se demander si Verstappen aurait dû patienter un peu plus, profiter du fait qu'Hamilton avait plus de 28 tours, si je ne me trompe pas, à ce moment-ci, avec ses pneus, et évaluer le meilleur moment. Mais je pense qu'il avait vu la brèche et a tenté d'y aller, ce qui, personnellement, en tant que fan et adepte de Max et de Formule 1, on ne peut pas lui en vouloir pour avoir tenté le coup. Oui, exactement. Et il fallait qu'il le fasse parce que sinon, ben, Hamilton, comme il est un pilote assez intelligent, il a développé aussi ce caractère d'être très, 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 comment je dirais ça, d'être incisif là où ça compte, de défendre dans les règles de l'art. Bon, ça peut être fort. Il a réussi à forcer Verstappen par l'extérieur, à l'extérieur des limites même. Mais vraiment, je pense que aussi Verstappen a craqué aussi après qu'il lui ait redonné la position à Hamilton. Je pense qu'il a fait un genre de petit dérapage aussi. Mm-hmm. Alors, moi, je pense que c'était la victoire de Verstappen qui lui a échappé. Sinon, je pense aussi, je sais pas à quel point il aurait eu un rôle important là-dedans, mais s'il n'y avait pas eu cet arrêt raté, ben, je pense que Valtteri Bottas peut-être aurait été. Je dis peut-être, mais je pense pas non plus que ça aurait été. Je pense qu'il aurait été plus un spectateur dans les circonstances actuelles où Max et Hamilton avaient vraiment un très bon rythme en course. Bottas traînait un peu de la patte durant toute la fin de semaine, donc je pense qu'il aurait eu la position de spectateur. Maintenant, ça lui a permis d'obtenir un point qui pourrait être quand même important là, à la fin de la saison. Donc, on va voir s'il va pouvoir compléter les prochaines courses à l'avant pour profiter au maximum de ce point qu'il a pratiquement gagné gratuitement là, en s'arrêtant et en allant l'obtenir. Oui, parce que Bottas a obtenu le point pour le meilleur tour en course. Et sinon, côté stratégie aussi, le fait qu'Hamilton se soit arrêté en premier parmi le top 3, ben, le top 3 habituel, là, c'était. Tout le monde pensait, en fait, quand je lisais les commentaires, tout le monde pensait que Red Bull l'a peut-être échappé. Mais au final, c'était quelque chose d'assez intelligent parce que ça a permis à Verstappen de se rapprocher et que quand Hamilton va s'arrêter, ce qu'il a fait, ils vont essayer de faire un undercut. Bon. Ça a peut-être pas fonctionné. Ça a été tardif. Ça a été tardif, je dois dire. Mais ça a presque fonctionné. Et Red Bull, comme ils sont maîtres maîtres pour les changements pneus, maîtres aussi dans la stratégie
quand les astres sont alignés. Euh, Moi, je pense qu'ils ont fait la course presque parfaite. Mais c'est juste dommage encore là que Verstappen ait dépassé Hamilton à l'extérieur. Alors, Et je peux ajouter que au moment de faire les changements de pneus, là, de prendre la décision de faire entrer Max, j'écoutais justement au cours de la course la radio de Max Verstappen pour un peu suivre ce qui se passait. Et il n'y a jamais eu de moment où critique, où il y avait un peu de stress. C'était le plan, c'était de laisser Hamilton s'arrêter, de prendre quelques tours pour le placer un peu et ensuite faire entrer Max. Ce qu'ils ont fait vraiment à merveille lors de la première entrée au puits. Maintenant, la deuxième, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que Hamilton entre. Maintenant, par le passé, on a pu voir que Hamilton nous a souvent surpris en allongeant ses trains de pneus et en profitant justement du fait qu'il était premier pour finalement remporter la course. Donc, il y a peut-être ce petit moment-là où Red Bull aurait pu prendre moins de temps pour faire entrer Max, la distance et l'écart auraient été moins grands et il aurait pu peut-être profiter de quelques millièmes de seconde, quelques centièmes de seconde très importants au moment de faire le dépassement qui aurait pu être plus facile pour Max. Mais au final, je pense que ça a été une belle course pour Red Bull malgré tout. On repart avec des points importants. On repart avec une confiance aussi qui est importante pour la prochaine course. Donc, on peut comprendre aussi la déception, mais je pense qu'au final, c'est une course payante malgré tout pour Red Bull. oui, exactement. Une course payante, mais aussi ça peut les inspirer pour les prochains Grands Prix aussi, parce que si on peut dire, ça a commencé. Non seulement ça a commencé l'année dernière où Verstappen venait brouiller un peu les cartes à quelques occasions, mais à la fin c'était Mercedes qui revenait. C'est Mercedes qui revenait vraiment au vainqueur au change. Alors, moi, je te dirais, maintenant que on voit que la Red Bull la RB16B est une très bonne voiture, oh boy, Mercedes devra se tenir prêt sur ses gardes. Alors, moi, je pense que j'ai adoré Hamilton, ce qu'Hamilton a fait. Il y avait un petit peu de stress, mais il gardait son calme quand même. Et Verstappen, malgré le fait aussi qu'il avait genre quelques problèmes de différentiel aussi, si je me trompe pas en début de course aussi. Ouais. Ça ne l'a pas. Je me demandais justement en course si réellement il avait un problème ou c'était un peu pour brouiller les cartes. Parce que Perez venait de s'arrêter pendant le tour de formation pour un problème électrique. Peut-être qu'ils ont voulu cacher leurs cartes pour un peu brouiller, mais j'ai hâte de voir la conclusion. J'imagine que Christian Horner ou Helmut Marko vont sortir dans les médias prochainement là, pour expliquer un peu le problème de Max. Mais est-ce que ça a fait une grande différence? C'est peut-être une question qu'on peut se poser également. Le fait que Max n'a pas profité et on va parler justement de ce fameux virage plus tard, mais pendant plusieurs tours, Max n'a pas profité de l'avantage que ce virage peut donner à certains pilotes. Donc, on va y revenir, je pense. Oui, et tu parlais de Sergio Pérez, on va en parler parce que il a été nommé il y a quelques instants pilote du jour par les fans et avec raison. Sa première course avec Red Bull a failli tourner au vinaigre, en cauchemar, après que lors du tour de formation, à deux virages de la fin, sa voiture s'est arrêtée, ce qui a fait en sorte que le départ a été avorté et ça a été un tour de formation de plus. Donc, il a été obligé de démarrer la course de la ligne des puits. Et ensuite, il y a Mazepin ou Mazespin, comme beaucoup de gens l'appellent, face à son accident. Il s'est arrêté au puits et ensuite, ça a été une gestion de pneus, une stratégie normale, je te dirais, quand même. Je pense qu'il a fait deux arrêts, si je me trompe pas, 2 ou 3 arrêts, mais il est revenu pour finir dans le top 5. Donc, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et bon, il est parti 11e aussi. Ça a été un peu l'envers de la médaille aussi. Est-ce que
ce sont des signes encourageants pour Red Bull de voir que son pilote numéro 2 est capable de faire le travail malgré des situations comme celle-là, Marc-André? Ah, complètement. Le pauvre Albon était bien sympathique, mais il manquait ce cran et ce talent et l'expérience aussi de Perez. Je pense que l'un des pilotes à s'être le mieux adapté à sa voiture est bien Carlos Sainz, là, on va se le dire. Mais du côté de Perez, on voit que déjà, il est capable de faire une très, très belle remontée. Euh, c'est- Avec une Racing Point, il avait la confiance de sa voiture. Il pouvait se dire, OK, je vais remonter la pente parce que je connais la voiture et je sais bien la conduire. Pour ce qui est de la Red Bull, c'était sa première course avec cette voiture. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'interrogations chez lui par rapport à la façon dont il allait conduire cette dernière. Donc, de le voir performer aussi bien, de faire une aussi belle remontée et d'obtenir des points importants qui vont pouvoir le mettre en confiance, qui vont pouvoir lui amener ce niveau qui va être important à un moment donné dans la saison. Je pense que ça a été fait au bon moment et c'est très, très positif pour Red Bull. Ouais, définitivement. Puis d'abord, même mon moment préféré, ça a été cette bataille avec son ancien coéquipier Lance Stroll, qui l'a remporté au final. Mais je pense que Perez, pour moi, a été tout simplement remarquable et il le mérite son Mhm. titre, cela étant dit. Et je trouve que peut-être s'il était parti dans le top 10 à une position, ou bien même dans le top 5, je pense que il aurait été peut-être un trouble fait. Un trouble fait dans cette course. Probablement faire ce que Bottas aurait pu faire, c'est-à-dire jouer la carte de la longévité. Mhm. Mais encore là, c'est avec des si on mettrait Paris en bouteille, alors je je vais pas faire de suppositions, on va rester sur la course en tant que telle. Mais Red Bull a pris la bonne décision en prenant un pilote expérimenté en Sergio Perez. Alors, le simple fait que, Red Bull avait, je pense, l'habitude avec Gasly et Albon de promouvoir des pilotes d'AlphaTauri slash Toro Rosso un peu trop tôt. Là, ils ont un pilote d'expérience parce qu'ils ont, là, ils se sont dit, on arrête de niaiser, on a une bonne voiture, Mercedes se retrouve un peu dans le trouble. Et là, bon, il a eu la 11e place, mais Perez va rapporter des points parce que Mhm. la balance peut toujours, ça peut toujours changer. Hein. Donc, j'ai été très impressionné par le rythme de Perez. Effectivement, puis je pense que ça a été la meilleure décision de prendre un pilote expérimenté dans les circonstances de cette année où il y avait beaucoup d'inquiétudes chez Mercedes. On avait vu du côté des Red Bull qu'on était capable de compétitionner sur le territoire à Abu Dhabi, qui est un territoire qui appartenait à Mercedes depuis des années, depuis très très longtemps. Donc, je pense que ça a aussi été dans la réflexion de se dire que oui, c'est bien le fun de prendre justement les jeunes venant de Toro Rosso, mais à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui peut faire le travail, qui peut avancer des points et qui peut te sécuriser un peu dans ton esprit de dire, OK, Perez va finir là, à peu près 5 dans le top 5 pratiquement à tous les courses, ben ça, c'est payant pour Red Bull. Je pense que le sommeil est probablement vraiment bien pour Christian Horner et les ingénieurs chez Red Bull en pensant à ça. Et également, ça va laisser le temps aussi à des Yuki Tsunoda de se faire une place en Formule 1, de prendre l'expérience. Yuki ou même Pierre Gasly qui pourrait peut-être un jour retourner chez Red Bull, même si j'ai beaucoup de doutes en ce sens. Mais je pense qu'un Yuki Tsunoda qui doit prendre l'expérience et ne doit pas se faire presser non plus par la grande écurie, il va pouvoir faire ses preuves et justement continuer à avancer dans sa carrière tout en pensant qu'il y a déjà Perez qui va être là pour peut-être 2, peut-être 3 ans, qui pourrait être très payant pour Red Bull. Mm-hmm. Marc-André, tu es un fan des trois accords? Oui, Oui. Est-ce que tu connais la chanson Yuri? un peu. Est-ce que tu connais le refrain sous son casque, sache que Yuki sourit?
Ben, ça en est un nouveau. On pourrait l'offrir aux trois accords. Peut-être qu'il pourrait nous faire une nouvelle version Yuki Tsunoda. Oui, exactement. Ben, tu vois, s'ils ont écrit grand champion international de course, ben, ils pourraient bien renommer ça euh, Yuki. Parce que oui, on va parler en honneur de Yuki Tsunoda. Tiens, on va en parler justement. Mon Dieu, je pense que Wow. tout le monde est tombé en amour avec Yuki Tsunoda. Mon Dieu, quel pilotage aujourd'hui. Euh, Écoute, comme je l'ai dit, il a dépassé 3 champions du monde. Un quadruple champion, un double champion, puis le champion en 2007. Et dans les derniers tours, il a dépassé le détenteur de la pole du Grand Prix de Turquie 2020 en Lance Stroll. Tiens, je vais te laisser là-dessus, Marc-André. Une belle performance de la part de la recrue japonaise. Hein? Vraiment, c'est un bon début. On se demandait dans notre émission d'avant-saison quelle recrue allait ressortir et on avait nommé Yuki Tsunoda, premièrement parce que sa position avec cette voiture est bien meilleure que les deux autres, mais aussi parce qu'il a un potentiel magistral. Ce jeune qui continue à pousser, qui a eu des bons résultats tout au cours de sa carrière. Un peu toujours un pilote qui est un peu dans le coin, qu'on regarde pas beaucoup, mais qui fait le travail et qui obtient beaucoup de points. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Je pense qu'à un moment donné, il est, comme je le disais en début d'épisode, il est à peu près 17e, mais il a remonté la pente avec Weed Light de certains arrêts devant lui, des arrêts au puits, mais quand même, je pense qu'il a fait un travail extraordinaire. Là. Tu as nommé tous ces dépassements qui ont fait de lui le pilote qu'il a réussi à montrer. Donc, non, je pense que présentement, il finit 9e. Il obtient 2 points importants pour AlphaTauri et se démarque là, parmi tous les autres. Et exactement comme Pierre Mailloux l'a dit si bien, en F2, il a été Rookie of the Year. Et maintenant, très, 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 je pense qu'il va réussir à être l'espoir numéro 1 en F1. Ben, je pense que c'est à moins que se réveille comme par Ça va être très hasard, difficile. ce qui serait très difficile. Je Et pense qu'on peut. impossible à penser. Ah ouais, exact. Je pense qu'on peut déjà donner le titre de recrue de l'année à Yuki Tsunoda. Et il fallait qu'on le dise carrément, mais Yuki a été propre. Aucune erreur en piste. Les dépassements ont été propres, corrects. Euh, c'est comme si il était comme Fernando Alonso. Il revenait d'une absence de quelques années. Et j'ai été tellement impressionné par sa conduite, même si on nous l'a montré très peu souvent, avec raison évidemment compte tenu de la bataille devant. Mais quand tu le voyais, il a été capable de se concentrer. Et je pense aussi que AlphaTauri aurait pu avoir un peu plus de points. N'eût été de l'accrochage entre Ricardo et Gasly à la relance de la course. Je pense qu'AlphaTauri aurait pu être gagnant de ce Grand Prix avec, disons, cet accrochage où il a perdu son aileron avant, puis il a abandonné, on ne sait pas pourquoi. Mais sinon, j'ai été tellement impressionné par Tsunoda, puis comme je l'ai dit, là, dans 3 semaines, si tout va bien, en Italie, il y aura le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Sur un circuit, il a roulé au cours de l'hiver, puis même tout de suite après le Grand Prix d'Imola. Alors, je crois qu'il a été... Moi, je pense que s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il va faire des erreurs. Je veux dire, qui ne fait pas d'erreurs dans la vie? Encore moins en Formule 1. C'est clair. Alors, j'ai l'impression que si jamais ben il réussit à être à ce même niveau et en essayant peut-être même de faire des erreurs qu'il va apprendre tout bonnement, ben il va être un atout très important pour AlphaTauri. Et comme Pierre le dit aussi, il ne s'est pas plaint du trafic.
Donc, au moins, parce que ça aussi, ça aurait pu être un moment cocasse quand il s'est plaint du trafic lors de la première séance d'essai. Ça, et puis le moment où Kimi Raikkonen n'arrivait pas à entendre son ingénieur de piste aussi. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là, mais On ça avait... aussi c'était très drôle, effectivement. Mais pour revenir sur Yuki Tsunoda, je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est de montrer à tout le monde qu'il est un bon pilote et si jamais il fait des erreurs, ben ça va être beaucoup plus facile d'accepter qu'il en fasse parce qu'il a eu une aussi belle course aujourd'hui. Si on peut par exemple reprendre l'exemple de Mazepin, ben, le prochaine erreur que Mazepin va faire, ben, on va penser à celle qu'il a fait aujourd'hui et l'escalade va se faire et ça va continuer en descendant pour Mazepin. Alors que du côté de Tsunoda, ben, il a eu une superbe course en fin de semaine, très propre durant toute la fin de semaine, comme tu l'as dit. Donc, pour moi, prochaine erreur qu'il veut le faire, ben, c'est une erreur de recrue et ça va être beaucoup plus acceptable. Ben, tu vois, et justement, je vais revenir sur le cas de Mazepin aussi. Écoute, comme j'ai dit, on connaît sa réputation, sa mauvaise réputation, Mhm. mais pour moi, c'est comme, c'est comme si tout, bon, évidemment, c'est sûr que tout le monde va lui tomber dessus, mais, tu sais, lui aussi, il est en apprentissage, il va en Exact. faire des erreurs. Puis Donc, c'est important d'en faire aussi rapidement aussi dans la saison. Ça ouais. permet d'apprendre et de se relever plus facilement. Et présentement, puis avec l'instabilité aussi de la Haas, ça va être très, très compliqué d'apprendre le métier, disons. Ouais, exactement. Puis s'il y a quelqu'un qui a eu une autre mauvaise journée, ben c'est Sébastien Vettel. Mm. Ouf. Puis comme on l'a dit, merci à Anna Maria, 5 points de super licence en une journée, Ouch. c'est quelque chose. C'est ouch. Écoute, éliminé en Q1, parti qualifié 18e. Le lendemain, ben, c'est-à-dire il y a quelques heures de cela, avant la course, pénalité de 5 places sur la grille, plus 3 points de pénalité dans la super licence, pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes. Mhm. Je pense que apparemment, c'était après le tête à queue de Mazepin. Et ensuite, bon, il a fait un très bon départ. Ça, il faut le reconnaître. Il a fait un très bon départ. Il a gagné 5 places au départ. Mais ensuite, ça s'est compliqué avec des roues bloquées. Un très beau duel, entre autres, avec, comment il s'appelle? Avec Fernando Alonso et Carlos Ouais. Sainz aussi, où il en a arraché un peu. Mais et ensuite, bon, il y a eu cette mini collision avec Esteban Ocon où finalement, il a été pénalisé il y a une pénalité de 10 secondes. Donc, Et ce qui est malheureux avec Vettel aussi, c'est qu'on pouvait penser que sa 18e position était reliée avec le fait qu'il a été ralenti par les drapeaux jaunes, mais cette pénalité aujourd'hui venait euh, un peu couper l'air qu'on se disait parce que finalement, il n'a pas ralenti tant que ça au cours des drapeaux jaunes. Donc, sa position était relativement méritée et ça fait mal quand même pour Vettel. Et justement, en piste, ça a été bon au début jusqu'à cet incident avec Ocon, malheureusement, qui est un peu et en grandement responsable. Là. J'ai dit un peu, mais qui était grandement responsable. Ocon qui avait repris sa trajectoire de piste et qui l'a tout simplement pas freiné devant lui. mm-hmm. Donc, c'est des petites erreurs comme ça qui vont faire mal quand même à sa confiance qui est déjà assez affectée. On, j'ai vu en Vettel un pilote plus confiant durant les essais hivernaux et durant les essais libres, mais quand même, je pense qu'il va avoir du travail à faire et c'est sûr que c'est peut-être aussi son incompréhension de sa voiture présentement qui ne l'aide pas, mais j'ai hâte de voir un Vettel plus confiant qui retrouve un peu la hargne qu'il avait au moment de gagner des championnats, si elle existe encore. Oui, et puis tu vois, pendant que je te parlais, je regardais la reprise de l'incident entre Ocon et Vettel, puis c'est clair que Ocon n'est pas à blâmer. D'ailleurs, je Vraiment comprends pas. pas. Honnêtement, on parle à chaud comme ça, mais je comprends pas pourquoi Ocon a reçu 2 points de pénalité. Mais
Vettel, Vettel a très mal jugé son freinage. Certes, Ocon avait bien le droit de revenir parce qu'il avait complété le dépassement. Alors, bon, ça c'est autre chose, mais pour revenir avec Vettel, je pense aussi le fait qu'il ait manqué de tours pendant les 3 jours d'essai aussi, ben, la journée et demie de roulage qu'il avait aussi, ça ne l'a pas aidé non plus. Alors, et avec tous les problèmes engendrés, ça ne l'a vraiment pas aidé. Alors, je pense que Vettel va pouvoir retourner chez lui, la tête reposée, et voir ce qui n'a pas fonctionné, et voir qu'est-ce qu'il peut améliorer à temps pour le Grand Prix d'Imola, d'Émilie-Romagne, en fait. Mais sinon, j'ai pas été, j'ai été impressionné un petit peu par Vettel sur certains dépassements, mais sinon, Ça a été pas, difficile, il n'y a un peu pas. décourageant. Je pense que la réaction d'Anna Maria tantôt voulait tout dire, là, avec Vettel et le petit bonhomme qui est découragé. Hmm. Tu sais, je pense que ça va prendre un moment où Vettel devra se réveiller et revenir à celui qu'on connaissait parce que, bon, l'an dernier, il était dans une situation excessivement difficile. Il était devenu le deuxième pilote parce qu'il n'avait pas re-signé son contrat. Charles Leclerc a signé un contrat jusqu'en 2024. Sa voiture ne l'aidait vraiment pas, était inconduisible. Présentement, Mhm. bon, oui, il ne connaît pas la voiture, mais ça va prendre un moment où il va se reconcentrer sur sa course, qu'il va retrouver un peu son l'ancien Vettel et je pense qu'à un moment donné, il va devoir le faire. Combien de courses ça va prendre? Ça, c'est une question que seul lui peut répondre. Mais je pense que Perez, de son côté, sait que ça lui prendrait peut-être 4 courses avant d'être complètement à l'aise dans sa voiture. Hâte de voir si ce sera la même chose pour Vettel. Oui, j'ai hâte de voir aussi. J'ai hâte de voir aussi pour Vettel parce que c'est vrai que avec le peu de jours d'essai qu'on a eu cette année, ça n'aide pas grand monde, surtout ceux qui ont changé d'équipe. Il y en a, bon, tout dépendamment de comment ils s'adaptent avec une Mhm. voiture, mais dans le cas de Vettel, je pense que pour lui, non seulement il aurait fallu 100 tours de plus, mais je pense qu'il lui aurait fallu d'autres journées de plus parce que ça n'a pas été évident en tout cas. Et ce qui n'a pas été évident non plus, c'est le virage 4. Oh là là. Oh là là, écoute. Ce qui a été clair avec le virage 4, c'est que lors des essais et des qualifs, si vous étiez au-delà des vibreurs rouges et blanches, vous perdiez vous perdiez votre temps. Mhm. En course, la différence, et Lando Norris en parlait aussi, c'est qu'il y avait pas de problème, mais en autant que vous ne gagnez pas d'avantage. Et c'est ça aussi ce que Mercedes ont fait. C'est sûr que ça a peut-être pris Red Bull et Verstappen pour remarquer cela, pour que la FIA décide d'agir. Mais je pense que ça a été clair aussi. Et le dépassement de Verstappen, on en a parlé aussi. Le fait qu'il ait dépassé Hamilton par l'extérieur, justement, ça, c'était un exemple parfait de gagner un avantage. Mais en même temps, c'est encore le double discours de la FIA qui me dérange énormément. Si un pilote prend avantage, parce qu'ils ont considéré que ce virage-là était névralgique et que lorsque tu prenais ce virage plus large, tu prenais un certain avantage. Donc, ils l'ont annulé immédiatement en essai. Même chose en qualification. Maintenant, en course, qu'est-ce que ça change? Un pilote prend quand même l'avantage en le prenant. Maintenant, ça a permis à sûrement plusieurs pilotes d'augmenter leur temps et d'avoir un meilleur résultat à la fin. Donc, c'est surtout ce double discours qui me dérange énormément parce que si en qualification, tu ne le permets pas, tu ne devrais pas le permettre en course. Maintenant, c'est difficile parce que tu ne commenceras pas à mettre des 3 secondes de pénalité à chaque fois qu'un pilote le dépasse. Mais
tu peux te mettre une balise de, OK, si on voit, par exemple, Bottas dépasser la limite de la piste 5 fois, on lui remet un nombre X de secondes de pénalité et il devra faire avec. Donc là, le règlement aurait été clair. Maintenant, quelle est la différence entre sortir de la piste et prendre l'avantage quand il n'y a aucun pilote à côté de toi et lorsqu'il y a un pilote et que tu te bats? C'est la question que je pose à la FIA. Parce que probablement que Verstappen a pris avantage de ça. Mais en même temps, sûrement que Hamilton en a profité pour avoir une meilleure avance bien avant lui. Donc, il y a ce double discours qui me dérange un peu, mais au final, le résultat est celui qu'on connaît. Ouais, exactement. Puis de toute façon, de ce que j'ai vu aussi, il n'y avait pas tellement de pilotes qui ont vraiment profité d'un avantage particulier. Sinon, ben tu vois, je pense qu'on aurait entendu, bon, de ce que j'aurais pu entendre, par exemple, sur F1 TV dans le Pit Lane Channel. Je pense qu'on aurait entendu des, euh, des ingénieurs dire aux pilotes, faites attention, c'est votre dernier avertissement. On n'en a pas eu, malgré le fait que probablement il y en a qui l'ont fait, mais ils n'ont pas tant gagné d'avantage. Alors, je sais pas, je pense que la FIA devrait être un peu plus stricte et peut-être imposer ça aussi en course, mais il y a toujours cette règle d'avertissement. Tu vois, comme ça a été, comme Peter Bonington l'a dit à Lewis Hamilton, prochaine fois, c'est un drapeau blanc et noir pour te dire attention, la prochaine fois, ça va être une pénalité de 5 secondes si tu le refais encore une fois. Donc, moi, je pense qu'ils devraient le faire. Ils le font, mais il faudrait qu'ils soient un peu plus rigides aussi. Oui. Et c'est ce qu'on voit aussi. Maintenant, je pense que la FIA essaye d'être un peu plus rigide, malgré le fait que Michael Massey dit on va les laisser courir, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? On a vu des images assez surprenantes de juste, ben, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais Hamilton qui est pratiquement, là, bon, j'ai de la misère avec mes mesures, mais pratiquement 1 mètre 5, peut-être même 2 mètres à côté de la piste à la sortie. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est important de mettre des balises, puis il y a des fois où on ne peut pas les dépasser, et dans le cas de Hamilton, je pense que ça a été fait à plusieurs reprises. Bon, maintenant, est-ce que ça lui a vraiment donné un avantage? Ça, c'est très minime. Là. Autant probablement que le système d'âge l'an dernier, mais on peut quand même penser que ça fait une petite. Oui, exactement. Puis, il y a Pierre qui est très actif aujourd'hui, qui nous dit, ce n'est pas le même cas au dernier virage à Montréal sur le mur des champions, parce que ça se voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Formule 1 à Montréal. C'est ça. Mais si je me souviens bien, je pense pas, je sais pas. Il faut que j'essaie de visualiser, mais je pense que c'est pas tellement le cas, là, à moins que quelqu'un dans les commentaires vienne me contredire ou clarifier. Mais la pénalité en tant que telle, c'est surtout une collision avec le mur, je crois. Ouais. Oui. Je pense que ça va être ça, mais je pense que c'est pas mal ça. Mais tu vois, je pense que en quelque sorte, ouais, je suis un peu. Tu vois, ça se voit que on n'a pas. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas eu de Formule 1 à Montréal. Mais c'est une bonne question. Je vais revenir là-dessus pendant qu'on va parler justement des Canadiens de Montréal en action, pas l'équipe de hockey. Je sais que ça fait jouer. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi que le CF Montréal, anciennement l'Impact de Montréal, référence soccer. Donc, le CF Montréal a souhaité bonne chance à Lance Stroll et à Nicolas Latifi, étant donné, bon, Lance Stroll est né à Montréal, Nicolas Latifi aussi, même si ce dernier a quitté pour Toronto à l'âge de 6 mois, mais les deux ont grandi, sont nés à Montréal. Lance Stroll,
Ah oui, puis juste avant, Pierre nous dit ceci. Le temps sera annulé en qualif. Effectivement, ça j'ai oublié de le préciser. Et en course, ce que Verstappen a fait, il doit redonner la place. C'est ce qu'il a fait, puis c'est ce qui lui a coûté pas mal la victoire aussi. Ça, puis son petit survirage aussi. Est-ce qu'il aurait pu le faire un petit peu plus tard? Tu sais, il l'a fait dans une ligne droite. C'était mon questionnement aussi durant la course. Je ne sais pas à quel point il aurait pu continuer et attendre dans le virage. Tu sais, quand tu arrives à la fin du virage, il tourne vers la gauche et tu Ouais. recommences à une ligne droite. C'est une ligne droite qui est moins imposante. Donc, l'effet du freinage est peut-être moins grand. C'est peut-être là qu'il aurait dû le faire. Mais en même temps, je pense que Christian Horner était très strict sur le fait que Verstappen devait donner la position immédiatement pour ne pas recevoir de pénalité, justement. Oui, puis il y avait Martin Brundle aussi. Je sais pas si Pierre s'en souvient parce qu'il a probablement regardé la course sur TSN. Mais je pense que Martin Brundle avait dit quelque chose du genre, est-ce que s'il pouvait lui redonner la place un peu plus tard durant le tour, là, il faudrait clarifier. Je m'en souviens presque plus, mais si c'était possible, je pense qu'il aurait pu le faire pour se donner un avantage, pour le redépasser de manière faire aussi. Mais je pense que Verstappen n'avait pas le choix de toute façon de lui redonner la place. Sinon, on va revenir sur les Canadiens. Lance Stroll qui marque 1 point et Nicolas Latifi qui a été contraint à l'abandon. Latifi, ça a été une course très silencieuse. On ne l'a pas tellement vu. Invisible complètement. Invisible, à part le fait que, bon, il s'est fait dépasser 1 ou 2 fois par Mick Schumacher. Ouais, puis il a été dans le top 10 à un moment où tout le monde allait changer les pneus, mais à part ça, il aurait descendu et on connaît la fin de sa course. Donc, ça a été une course très, très discrète du côté de Latifi. Ouais, comme on le connaît si bien. Malheureusement, son expérience en Formule 1 présentement est d'être discret, ce qui est habituellement pas très positif dans ce sport. Mais on verra comment la suite de sa carrière ira. Ouais, exactement. Mais sinon, je pense pour Latifi, ça a été un peu statu quo, puis George Russell aussi, ça a été ça a été un peu encourageant aussi. À un moment donné, il s'est retrouvé 10e. Oui. Ouais. Ah, oui, tu vois, Pierre nous a dit, c'est ça. Il a un tour ou deux pour remettre la place, s'il se souvient bien. Et c'est l'écurie qui lui a dit de le faire immédiatement. C'est ça. Donc, bon, maintenant, je suis vraiment pas en position pour rouspéter l'écurie, mais je pense vraiment qu'il aurait peut-être dû attendre. S'il y a justement un certain temps pour remettre la position à Hamilton, ça aurait peut-être été payant de le faire ailleurs. Mais bon, maintenant, son sous-virage, il l'a fait quelques secondes plus tard. Donc ça aussi, ça a fait une énorme différence. Là. Il a perdu l'avantage d'1 seconde à ce moment-là. Donc on verra bien s'il va être capable de peut-être reprendre l'avantage qu'il a perdu lors du prochain Grand Prix. Oui, exactement. Et on va parler de Lance Stroll aussi. 10e. Mais moi, je trouve que il a fait une bonne course. Oui. Même s'il s'est fait dépasser par Tsunoda dans le dernier tour, moi je trouve que Lance a été dans le coup pour des points. Moi je pensais qu'il allait finir 7e, mais la stratégie était relativement bonne de faire l'undercut, mais je pense que les pneus ont peut-être presque plus tenu d'ici là. Alors sinon j'ai été j'ai été impressionné par son rythme, à l'inverse de Vettel, malheureusement. Combatif aussi, surtout avec Fernando Alonso et Sergio Perez quand ce dernier est sorti de la ligne d'appui. C'était un dépassement assez corsé quand même avant de se faire dépasser par Perez. Mais c'est Red Bull contre Aston Martin, on s'entend. Mais je crois que ça a été très, très bon. Ça a été une bonne course de la part de Stroll. Je pense qu'au moins, ils vont pouvoir partir sur une note légèrement positive. Au moins, c'est un point marqué. Et en plus de cela, ben,
vont pouvoir bâtir sur cette course pour, justement, comme avec Vettel, améliorer et se préparer pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Effectivement, et il est revenu à la case départ. Il a débuté la course à la 10e position, terminé à la 10e. Donc, ça ne peut être que positif dans un sens. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être beaucoup pire. Donc, je pense que pour l'instant, Lance se sent bien dans sa voiture. Il avait un bon rythme. Réussissait justement à nous donner du très bon spectacle, notamment avec les dépassements avec Sergio Perez. Je pense qu'on a eu des très bonnes bagarres à 2 reprises là, quand ils se sont retrouvés lorsque Perez est revenu après un arrêt au puits. Donc, non, les deux coéquipiers qui se sont un peu frottés. Et finalement, c'est Perez avec sa nouvelle voiture qui a gagné, mais on pouvait s'y attendre. Donc, non, je pense que pour Lance, c'est très positif présentement comment il agit en piste. Euh, c'est un pilote intelligent. On lui reprochait, pardon, de faire des mauvais tours en qualification sur un tour. Maintenant, ça s'est amélioré, mais en piste, on lui a jamais rien reproché parce qu'il est intelligent. C'est un bon pilote. Il réussit à faire de bons résultats avec une voiture qui, des fois, ne lui permet pas de compétitionner. Aujourd'hui, ce n'était visiblement pas la meilleure voiture de la compétition. Donc, ça aussi, sur le plan du développement personnel, Lance doit faire du travail et présentement, il le fait en allant chercher un certain confort et de la confiance aussi. C'est sûr que probablement qu'il aurait aimé ne pas être dépassé par Yuki en fin de course, mais du moins, je pense qu'il peut ressortir de là avec la tête haute. Oui, exactement. Et un petit mot sur Ferrari et McLaren. Norris quatrième, Ricardo sixième. Je pense que c'est... Norris a fini quatrième, ça je le sais. Et 7e pour Ricardo. Septième pour Ricardo, Ouais. merci. Et les Ferrari, quand même, c'est un meilleur début de saison que l'année dernière, en tout cas. Oui. Vraiment, Et, là, cette fois-ci, on va pas se moquer de Ferrari. non, vraiment Mais pas. je Écoute, pense... ils ont eu une très bonne course. Un peu surprenant aussi de voir Charles Leclerc aussi bien performer avec sa voiture. Il réussit vraiment Le moteur Ferrari, tu le vois qu'il y a eu une très très belle évolution au cours de la pré-saison. Et ça va mener à un peu plus d'espoir chez Ferrari qui est très important. Et Carlos Sainz, écoute, pour un pilote qui vient tout juste de commencer à conduire sa voiture, là, pour être franc, chapeau à lui parce qu'il a été vraiment extraordinaire. Termine en très bonne position, pardon, en 8e et réussit à montrer tout son talent, là. Donc, félicitations à lui. Honnêtement, il nous a donné de la très, très bonne Formule 1 en fin de semaine. Oh oui, définitivement. Et je pense aussi... moi, quand on faisait notre test de live, on disait que, bon, c'était un peu décevant de ne pas voir la McLaren dans le top 5. Lando Norris l'a fait, un très beau dépassement sur Charles Leclerc. C'était c'était vraiment une bonne course de sa part. Daniel Ricciardo a essayé du mieux qu'il a pu, mais je pense qu'il y avait j'avais entendu un team radio dire que bon, il essayait le plus possible, mais je pense qu'il y avait quelques réglages qui ne fonctionnaient plus en fait. Alors, j'ai été très impressionné par non seulement la course de Norris, mais aussi la tenue de Ricardo aussi. Mhm. Certes, septième, je l'aurais vu peut-être dans le top 5 aussi, mais il a bien fait. Quant au Ferrari, je pense que Carlos Sainz a montré que il a encore le couteau entre les dents, même si il est avec une écurie qui, sur papier, est légèrement inférieure à la McLaren. Oui, vraiment. Puis il y a du positif à ressortir de la performance de Norris encore en début de saison qui réussit pas un exploit parce qu'on s'attendait à ce que la McLaren soit à cette position, mais quand même, il a fait une course très propre, n'a pas fait d'erreur ou très peu. Donc, le jeune Norris continue à nous épater en piste.
son coéquipier de son côté a très bien fait dans les circonstances où on connaît la façon de conduire de Ricardo. Il adore euh, que ses freinages soient très tardifs et c'est comme ça qu'il réussit à obtenir des très bons tours. Et présentement, il ne connaît pas encore tout à fait euh, très bien sa voiture et ses freins. Donc, c'est certain que ça va prendre un certain temps d'adaptation, mais déjà de le voir septième et réussir une telle course, moi, je suis satisfait de cette performance et je pense que il va pouvoir construire justement sur cette victoire en tant que telle personnelle pour avancer vers le reste de la saison. Exactement. Et pour terminer en fait ce premier live en fait post Grand Prix, on va parler de Formule 2 et on roule à Sakir parce qu'il y avait trois courses de la première manche de cette saison 2021 de Formule 2. Puis my God, on avait des courses excitantes du début jusqu'à la fin. Il y avait samedi deux courses sprint. La première a été remportée par Liam Lawson sur la high-tech, un pilote de l'Académie Red Bull, devant Jahan Daruvala, le pilote indien chez Carlin, et David Beckman, et non Beckham, il est allemand en passant, sur Charus, complète le podium. Théo Pourchère, un pilote que je surveille cette année, il a 17 ans. Il a fait une très bonne première impression. Malheureusement, il a dû abandonner lors de la course, alors qu'il était deuxième. Dommage, 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 dommage. Sinon, lors de la course 2, ça a été celle que j'ai préférée parmi les trois. Oscar Piastri, champion en titre de la Formule 3, a gagné au volant de sa Prema. Lui, il est un pilote de l'Académie Alpine. Devant Christian Lundgaard, deuxième sur Hart. Et disons que ça a été un peu controversé parce que je me souviens plus de la raison de la pénalité, mais Lundgaard a été frappé par une pénalité de 10 secondes, qu'il a apparemment, bon, ça a été confirmé, il l'a servi durant la période de voiture de sécurité. Et là, lorsqu'ils ont annoncé la pénalité, bon, il y a eu une confusion, il a été rétrogradé, il a perdu son podium, mais ensuite, la FIA l'a remis à sa deuxième place, donc il finit deuxième. Et Guan Yu sur la Univirtuosi, lui aussi, pilote de l'Académie Alpine, termine troisième. Donc c'est un triplé de Alpine. Et lors de la course feature, la course, disons, principale, Guan Yu a gagné devant le bad boy de la Formule 2, Dan Tectum sur Carlin, et Liam Lawson termine troisième sur la high-tech. Donc, c'était une course qui avait lieu, je pense, quelques heures avant le Grand Prix de Bahreïn. Ce qui veut dire qu'au classement des pilotes, Guan Yu Zhou mène avec 41 points, devant Liam Lawson avec 30, Jahan Daruvala avec 28, Oscar Piastri avec 21 et Dan Ticktum avec 19 points. La prochaine épreuve aura lieu à Monaco du 19 au 21 mai parce que cette année, le calendrier a été rétréci pour une question de réduction des coûts. Et la saison de la Formule 3, elle, va commencer lors du week-end du Grand Prix d'Espagne. Sinon, petite nouvelle aussi qui est tombée pendant le Grand Prix de Bahreïn, la course de NASCAR qui a lieu à Bristol sur la terre battue a été repoussée à lundi après-midi, donc à 16h heure du Québec. Alors, malheureusement, Marc-André, si jamais tu veux regarder Bristol sur la terre battue, il va falloir attendre à demain après-midi. Donc, soit probablement après tes cours, bien moi pendant ma pause dîner ou probablement incognito pendant que je suis au travail. On le dira pas. Non, t'en fais pas. C'est pas que je disais ça. C'était juste en ton. Oui, c'est ça. Mais oui, écoute, j'avais comme idée de regarder parce que c'est assez intriguant comme course.
c'est certain que j'allais y voir un certain intérêt quand même. Exactement, exactement. Puis une dernière nouvelle aussi, parce que il y avait pas seulement, euh, il y avait pas seulement, comment je te dirais, la Formule 1 qui commençait. Il y avait la MotoGP aussi, hein, au Qatar. Et c'est Maverick Viñales qui a gagné devant Johan Zarco, deuxième. Et si je me trompe pas, donc ouais, ça a été Vignales qui a gagné devant Johan Zarco, puis je vais vous dire qui a terminé troisième, parce qu'il faut bien qu'on parle de MotoGP, hein, c'est pas pour rien que j'ai fait le rebranding du bulletin GP, parce que je vais parler d'autre chose. Oui, c'est Francesco Bagnaia sur la Ducati qui a gagné, qui a complété le podium, et Johan Mir, le champion à titre, quatrième. Fabio Quartararo, cinquième. Où se trouve Valentino Rossi a terminé 12e. Et voilà, c'est ce qui complète ce premier live du bulletin GP. Ah oui, puis Pierre nous dit que la Formule 1 et je l'ai vu cette semaine. Oui, dans Rocket League au mois de mai. Est-ce que ça va probablement me donner une raison de réinstaller Rocket League sur ma PS4? Ils ont réussi à t'avoir comme ça, écoute, et plusieurs autres probablement. Ouais, exact. Tous ceux qui ont désinstallé Rocket League en mai, allez réinstaller ça tout de suite. C'est à ne pas manquer. Exactement. Alors, c'est ça, c'est ce qui complète ce premier épisode en direct du bulletin GP. Évidemment, la semaine prochaine, jeudi le 1er avril, on aura notre podcast spécial sur Drive to Survive. Alors, si vous avez regardé la troisième saison, ben, on va revenir là-dessus. Puis, spoiler alert pour moi, ça sera pas très beau à entendre. Je dis rien, là. Et c'est pas un poisson d'avril en passant. Hein. Il y a réellement un épisode qui va sortir le 1er avril. Ouais, exactement. C'était une promesse qu'on s'était faite. Merci beaucoup, Marc-André, d'ailleurs, pour la proposition. C'est toujours un plaisir de sortir des bonnes idées comme ça. Oui, exactement. On va en sortir un peu plus. Je te niaise. Mais oui, effectivement, on a évidemment le podcast spécial sur Drive to Survive qui va sortir le 1er avril. Et sinon, demain, c'est-à-dire lundi, on va sortir évidemment nos tops et contre-performances avec un peu plus de détails sur notre site bulletinf1.com. Et si vous voulez suivre, avoir des actualités, suivre un peu l'actualité, interagir avec nous, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram aussi, @le bulletin GP, en un seul mot. Donc, vous pouvez nous suivre naturellement et évidemment voir s'il y a des références un peu loufoques, soit au soccer, au hockey ou à toute autre chose pour toujours placer la Formule 1 quelque part. Alors, et c'est moi qui m'occupe du compte, des comptes alors. Si vous voulez blâmer quelqu'un, c'est moi. Ou Marc-André aussi. Non, génial. Toujours. Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve jeudi en audio pour la balado-diffusion du bulletin GP et lundi sur le site bulletingp.com pour lire les tops et contre-performances du Grand Prix de Bahreïn. Sur ce, je m'appelle Abdoussal et c'était Marc-André Fortin. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. J'espère que j'ai pas dit le bulletin F1. Hein? Je l'ai pas remarqué. On va devoir réécouter l'enregistrement pour s'assurer que tu nommes toujours bien le bulletin GP. Mais pour l'instant, tu avais bien réussi. Parfait. Donc, c'est le bulletin GP. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Merci d'avoir été là. Et surtout, on se retrouve lors du live, entre autres, pour le Grand Prix le Grand Prix Pirelli Made in Italia d'Émilie-Romagne. C'est la fois de trop. C'est la fois de trop, ouais. Salut tout le monde. Salut.